messieurs les membres du comité restreint du collectif, messieurs les membres du collège des présidents du collectif et les membres du comité de suivi, mesdames et messieurs les dirigeants, cadres et militants des partis membres du collectif, les très chers camarades et frères de combat, mesdames et messieurs les historiens de l'instant, entendez les journalistes. Le collectif des partis de l'opposition congolaise organise ce jour, ici et maintenant, une conférence de presse consécutive, vous vous en doutez, à l'accord entre le Fonds monétaire international, FMI, et le Congo, notre pays, signé, vous le savez, le 11 de ce mois. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup d'encre et de salive. Des Congolais ont chanté, dansé et bu du champagne. Croyant avoir trouvé par cet accord la solution à la crise multidimensionnelle qui ronge notre pays, le Premier ministre a mis en garde les Congolais, leur demandant de ne pas tordre le cou à ce début de solution. Je ne m'étendrai pas davantage parce qu'il y a une voix plus indiquée que la mienne. C'est celle du porte-parole du collectif, M. Christophe Moukouké en l'occurrence, que j'invite à bien vouloir prendre la parole pour nous donner lecture du propos liminaire de la présente conférence de presse. Monsieur le porte-parole, pour emprunter aux sportifs, je vous passe le témoin. Sono. La Sono ne marche pas. Elle ne marche pas. Mais il y a 4 secondes. Ça, c'est la télé. Ça, c'est la série de Google. Cette hauteur convient si je vais facile, ça va aller. Oui, c'est bon. Allez-y. La sono, d'ailleurs, la sono ne marche pas. Mesdames et messieurs les journalistes,
distingués invités, chers militants et sympathisants, le collectif des partis de l'opposition congolaise vous sait gré de lui avoir fait l'honneur d'accepter l'invitation à participer à la présente conférence de presse consacrée à la situation extrêmement difficile et confuse que vit notre pays aujourd'hui. Cette conférence de presse s'articulera autour de deux thématiques qui sont d'une intense et brûlante actualité, à savoir le programme triennal signé entre l'État congolais et le Fonds monétaire international, FMI, le dialogue politique national inclusif. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis 2009, l'opposition congolaise lance inlassablement un cri d'alarme sur la crise multidimensionnelle qui plombe le Congo et qui a atteint son pic aujourd'hui. Faisant montre d'un aveuglement pour le moins étonnant, le pouvoir a toujours prétendu que notre pays n'était pas en crise et qu'il se portait bien, et même très bien. Pris à la gorge depuis près de 2 ans, le gouvernement congolais a été contraint, la mort dans l'âme, d'appeler à son secours le Fonds monétaire international. Après un peu plus de 2 ans de négociations laborieuses, un accord est enfin intervenu le 11 juillet 2019. Au terme de cet accord, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé d'octroyer au Congo une facilité de crédit élargie de 448,6 millions de dollars US, c'est-à-dire américains, soit 224 milliards 300 millions de francs CFA, représentant 200% de la quote-part du Congo dans le capital du Fonds monétaire international. Cette allocation est dérisoire en comparaison avec les montants astronomiques des budgets de l'État congolais des années 2003 à 2014 qui oscillaient entre 3 et 4 000 milliards de francs CFA. Plus grave, au cours des 3 années du programme, les fonds alloués seront décaissés par tranche tous les 6 mois après une évaluation par le Fonds monétaire international de l'utilisation des fonds de la tranche précédente. En effet, tous les 6 mois, le Fonds monétaire international va vérifier au respect les conditions qu'il a acceptées avant de débourser de nouvelles tranches de son prêt. À la suite de la signature de l'accord, le Fonds monétaire international va débloquer immédiatement la première tranche pour un montant de 45 millions de dollars, soit 22 milliards 500 millions de CFA pour les premiers 6 mois du programme, soit environ 4 milliards 400 millions par mois. 4 milliards 400 millions par mois. Comme on peut le constater, la modicité allouée et les conditions draconiennes de leur utilisation ne permettent au Congo, contrairement aux attentes du pouvoir et de ses fanatiques, ni des pensions des retraités, des bourses des étudiants, ni de permettre la restructuration de la dette publique insoutenable, 9 000 milliards 800 millions de dollars, la dette, soit 5 780 milliards de francs CFA pour la dette extérieure et près de 3 000 milliards pour la dette intérieure, ni de rétablir la viabilité des finances publiques en rééquilibrant le budget. S'agissant de la dette publique, déjà le Club de Paris
la Turquie et l'Inde réclament du Congo le paiement des arriérés d'un montant de près de 180 milliards de francs CFA, soit près de 80% de la somme allouée sur 3 ans, avant la première tranche du programme à la fin du mois de décembre 2019. De même, à la même date, le Congo doit payer au Club de Londres 14 milliards de francs CFA au titre du service de la dette. Notre pays doit également payer dans la même période près de 16 milliards de francs CFA au titre de l'emprunt obligataire. Au total, au mois de décembre 2019, le service de la dette et les paiements exigés par la Turquie et l'Inde avoisineront 210 milliards de francs CFA, soit quasiment la totalité de la facilité élargie de crédit accordée au Congo. Par ailleurs, le Congo a été sommé de ne plus accumuler des arriérés de paiement et de mettre en place un plan d'apurement de la dette intérieure, environ 3 000 milliards de francs CFA. Quant à la viabilité des finances publiques, elle dépend de la bonne gestion budgétaire. Or, la gouvernance financière du Congo laisse à désirer, comme le montrent les quelques exemples qui suivent. Illustration numéro 1. En matière de recettes, la principale source de revenus de l'État échappe au contrôle minimum des autorités de tutelle et surtout n'alimente pas les comptes du Trésor. La SNPC, Société d'État, créée pour commercialiser la part du pétrole du Congo résultant des accords de partage de production, ne reverse pas au Trésor le produit de la vente, mais contribue par contre à l'explosion de la dette publique par les préfinancements et les déficits. Signalons que ces derniers temps, il a été ouvert de nouveaux préfinancements avec les accords conclus en Suisse avec Mercurial. Les recettes générées par l'exploitation du bois sont gérées dans une opacité totale. Les douanes et les impôts n'apportent plus grand-chose à l'État en raison de la corruption endémique qui sévit dans ce secteur. Pendant que les caisses du Trésor sont désespérément vides, de nombreux animateurs du pouvoir entretiennent des comptes ronflants dans des paradis fiscaux à travers le monde. Cette situation explique fondamentalement le non-rapatriement des recettes d'exportation, l'assèchement des réserves de change que le modeste concours de 224 milliards de francs CFA ne pourra ni stopper, ni reconstituer, ni résoudre la crise actuelle des devises. Illustration numéro 2. En matière de dépenses, le pouvoir a par exemple créé de multiples institutions politiques budgétivores qui sont autant de centres de dépenses inutiles. Dans ce cadre, il a créé une sorte de fonction publique politique qui ne dit pas son nom et qui coûte très cher au trésor public. Ainsi, la masse salariale mensuelle colossale de 45 milliards de francs CFA s'explique par la prise en charge des responsables des instances, des nombreux éléments des milices privées du pouvoir, des supplétifs étrangers à la force publique congolaise, des associations de danse folklorique, il faut le dire, des télévisions privées appartenant à la famille régnante, bref, des clients. La masse salariale mensuelle. La viabilisation des finances publiques passe donc compromis à minima. Dans ce sens, l'ambassadeur du Congo, M. Bertrand Kouchry, a déclaré dans son discours prononcé à Brazzaville, nationale française le 14 juillet 2019,
ce programme, à l'occasion de la fête nationale, ce programme, s'il est une condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante au redressement tant attendu de l'économie congolaise. Fin de citation. Se fondant sur cette observation pertinente, le Français a prodigué 3 conseils aux autorités congolaises. 1. Dans les dépenses sociales, qu'il s'agisse du paiement des retraités, des salaires, qu'il s'agisse des dépenses de santé et de la mise en place de l'assurance maladie universelle, qu'il s'agisse enfin des dépenses dans le domaine de l'éducation. 2. De la gouvernance financière par l'exécution des mesures auxquelles s'est engagé le gouvernement. 3. Un assainissement de l'environnement qui passe non seulement par un règlement programmé des dettes dues aux entreprises, mais aussi par une attention renforcée au respect du droit des affaires et des entreprises. Les autorités congolaises devraient méditer ces conseils avisés d'un connaisseur du monde politique et du monde des affaires. Citer des sommes allouées par le programme conclu avec le FMI, il ne ressort d'accord aucune conditionnalité précise et contraignante oblige à changer radicalement de logiciel politique. Or, le problème fondamental qui se pose au Congo aujourd'hui est celui de la gouvernance. Comment passer de la malgouvernance actuelle à une bonne gouvernance qui rétablirait les équilibres globaux et permettrait une restitution en boostant une croissance saine? Pour un petit pays de 5 millions d'habitants comme le Congo, avec une production pétrolière totale estimée à 140 millions de barils en 2019 et à 118 millions de barils en 2023, et sur la base d'un prix moyen variant entre 50 et 60 $, les lendemains ne devraient pas déchanter. Cependant, le programme signé avec le Fonds monétaire international ne profitera au Congo et à son peuple que si, seulement, et seulement si, 1. Les autorités congolaises manifestent une forte volonté politique d'appliquer le programme en promouvant réellement les conditions permissives d'une gouvernance vertueuse et transparente. 2. Si le président de la République accepte et autorise le rapatriement des recettes d'exportation, l'audit et la restructuration de la SNPC, l'audit des grands travaux, l'audit de la masse salariale actuelle, les fonds détournés et placés dans des comptes privés à l'extérieur du Congo, la réduction du train de vie de l'État par la révision et à la baisse des rémunérations faramineuses accordées aux tenants du pouvoir, la suspension momentanée des multiples institutions politiques budgétivores et inutiles, la dissolution de la fonction politique, la fonction publique politique de fait. Après l'accord signé avec le Fonds monétaire international, les Congolais attendent un véritable changement de gouvernance qui ne peut se construire qu'à l'issue d'un vrai dialogue politique national inclusif. En effet, aujourd'hui, le Congo, notre pays, est économiquement en faillite, financièrement en cessation de paiement, socialement fracturé et politiquement placé sous très haute tension. Il a plus que jamais besoin d'apaisement, de paix véritable et de réconciliation nationale. Les Congolais ont fortement besoin de retrouver le chemin de l'unité et de la concorde nationale. Malheureusement, malgré les appels réitérés de l'opposition en faveur de la convocation d'un vrai dialogue politique national inclusif, rassemblant toutes les forces vives de la nation, pour agir ensemble au fin de construire des solutions appropriées et fortes aux différentes composantes de la crise multidimensionnelle qui plombe le Congo,
le pouvoir refuse systématiquement d'entendre raison et s'entête à vouloir contourner ce dialogue régénérateur et à organiser un nouveau monologue dans le cadre du Conseil national du dialogue. Mais qu'est-ce que c'est que le Conseil national du dialogue? Le Conseil national du dialogue est une des multiples institutions godillots et budgétivores créées par le pouvoir. Conseil national du dialogue, Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, Conseil consultatif des associations de la société civile et des ONG, Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, Conseil consultatif des femmes, Conseil consultatif des jeunes, etc. Pour faire passer comme des lettres à la poste ces décisions iniques en vue de la préservation du pouvoir. Le Conseil national du dialogue est une institution partisane et monocolore composée quasi exclusivement des représentants des partis et des associations de la société civile de la mouvance présidentielle. En effet, sur les 245 membres et membres désignés que compte le Conseil national du dialogue, sur les 245, 216 appartiennent à la mouvance présidentielle et 29 seulement à l'opposition, toutes tendances confondues. La surreprésentation des acteurs de la mouvance présidentielle au sein du Conseil national du dialogue force nécessairement les résultats des votes, car toutes les décisions au sein de cette institution sont prises à la majorité absolue. C'est dire que les 29 représentants de l'opposition ne feront que de la figuration. Ils sont là uniquement pour avaliser toutes les décisions du pouvoir, quelles qu'elles soient. Dans sa composition actuelle, le Conseil national du dialogue n'est qu'un jeu de dupes, un piège pour avaler l'opposition et en faire un instrument du pouvoir. Pour le collectif des partis de l'opposition congolais, participer aux sessions du Conseil national du dialogue, c'est accepter d'accompagner le pouvoir dans sa pratique, dans sa politique antipopulaire, antisociale et antinationale. Comme la mouvance présidentielle dispose d'une majorité écrasante et mécanique, le point de vue de l'opposition ultra-minoritaire au sein du Conseil national du dialogue ne sera jamais entendu. Ainsi, un dialogue organisé dans le cadre du Conseil national du dialogue n'est pas un dialogue, mais bien plutôt un monologue, c'est-à-dire une rencontre entre les partisans de la mouvance présidentielle, ses complices et ses obligés, comme ce fut le cas à Brazzaville en 2009, à Ivo en 2011, à Dolisie en 2014, à Sédité en 2015 et à Ouesso en 2017. Ces différents monologues ont montré leurs limites et n'ont réglé aucun des maux qui minent notre pays. En politique, on ne reconduit pas des stratégies qui ont échoué. Le 9 juillet 2019, lors du lancement officiel des travaux du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue, le Premier ministre, M. Clément Mwamba, a déclaré « Le Conseil national du dialogue va permettre aux forces vives de la nation de disposer d'un cadre idéal pour régler les problèmes d'intérêt national, de prévenir, de surveiller et consolider les acquis de la paix. » Fin de citation. Peut-on raisonnablement régler, comme le dit le Premier ministre, les problèmes d'intérêt national du Congo en excluant du champ politique des acteurs aussi importants que ceux qui composent les plateformes politiques de la Fédération de l'opposition congolaise et du collectif de partis de l'opposition congolaise qui constituent aujourd'hui l'opposition réelle? Ces acteurs ne font-ils pas partie des forces vives dont parle le Premier ministre? Peut-on appeler au vivre ensemble les Congolais en excluant les partis de l'opposition actuelle? Pour sa part, au cours de la séance de lancement officiel des travaux du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue, le représentant de PNUD, M. Maléye Diop, a déclaré, je cite, « Cette institution constitutionnelle doit être un véritable outil pour pérenniser la paix et favoriser le relèvement des populations vulnérables. Le Conseil national peut compter sur le PNUD pour jouer son rôle de renforcement de la cohésion sociale pour une participation de tous au développement.
l'amélioration des moyens d'existence des communautés déstabilisées par les conflits, la consolidation du DDR dans sa composante espoir d'emploi des jeunes à risque. Fin de citation. Par cette déclaration, le représentant de PNUD apporte son soutien au Conseil national du dialogue qui, comme nous l'avons dit supra, est une institution partisane et monocolore au service du pouvoir et dont le but est d'aider le président de la République à contourner le vrai dialogue inclusif que les Congolais appellent de leur vœu. La position des représentants de PNUD est contraire aux intérêts du peuple congolais. Déjà, M. Fall Mohamed, représentant de l'ONU en Afrique centrale, avait apporté le même soutien au Conseil national du dialogue lors de la rencontre qu'il a eue à Brazzaville en mars 2019 avec le collectif de partis de l'opposition congolaise, qu'il invitait instamment à rejoindre cette institution. Il est regrettable que certaines représentations de l'ONU choisissent de soutenir les pouvoirs en place en Afrique qui martyrisent les peuples plutôt que d'assister ces populations en détresse extrême. Les Congolais n'ont pas besoin d'un nouveau monologue. Ils appellent de leur vœu la tenue sans délai d'un vrai dialogue politique national qui rassemblera sans exclusive toutes les sensibilités politiques du pays au fin de définir de façon consensuelle les pistes de sortie de la crise multidimensionnelle et gravissime qui traverse de part en part le Congo. Le collectif des partis de l'opposition congolaise réaffirme haut et fort que dans les conditions d'aujourd'hui, le dialogue inclusif est la seule et bonne solution de sortie de la crise actuelle. C'est également la seule voie qui permet de construire les conditions de mise en œuvre avec succès tout programme avec le Fonds monétaire international. Fait à Brazzaville le 20 juillet 2019, le collège des présidents du collectif de partis de l'opposition. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous venons attentivement d'écouter ce propos lumineux. Maintenant, nous passons au jeu de questions-réponses entre la presse et le comité restreint du collectif. Je m'en vais maintenant demander aux journalistes de s'inscrire pour leurs questions. Oui. Monsieur Serge Mienata. Serge Mienata. Oui, Télécom. Serge Mienata, Télécom. Ensuite, Monsieur Dimi, du Patriote. Ensuite, Madame Marina. Mankele. Marina. Vox TV. Ensuite. Oui. Stéphane Elenga Radio Congo. Stéphane Elenga Radio Congo. Ensuite. Oui. Christian Mandela Radio Congo. Pardon? Christian Mandela Radio Congo. Christian Mandela. Mandela. Radio Congo. Oui. La première liste. Et donc, il y a combien? 5 intervenants. Le premier, Serge Mienata. Serge Mienata. Oui, merci. Je suis Serge Mienata, coordonnateur des activités à Télégogo, présentateur de l'édition Congo Presse Club. La première question
ces deux questions en une portent sur le dialogue. Depuis des années, l'opposition congolaise réclame ce dialogue. Alors, je voulais savoir quel est le contenu de l'opposition congolaise compte donner à ce dialogue. Le contenu. Et toujours en ce qui concerne le dialogue. Toujours en ce qui concerne le dialogue. Comment l'opposition congolaise compte aller à ce dialogue une fois acquise, en rang dispersé ou uni. Alors, toujours sur le dialogue, vous ne cessez de parler du monologue que aurait organisé le gouvernement congolais, mais je crois savoir que l'opposition s'est retrouvée aussi à Diata. L'opposition congolaise s'est retrouvée à Diata. C'était aussi un monologue. Il n'y avait pas... Allô? L'opposition congolaise s'est retrouvée à Diata. Il n'y avait pas un autre parti politique autre que ceux d'opposition. Est-ce aussi pour vous une façon d'organiser un monologue? En ce qui concerne le FMI, le Congo a signé avec le FMI. L'opposition congolaise, avant cette signature, n'avait jamais donné de chance au Congo de parvenir à cette signature. Alors, vous décriez les montants ou les sommes dérisoires que le FMI alloue au Congo. Je voudrais savoir, en tant qu'expert en économie, cette question s'adresse plus particulièrement au président Mathias Grand. La signature de cet accord n'est pas une façon pour le Congo d'être crédible vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Merci. Le suivant, c'est Mimi. Merci, messieurs du comité restreint du collectif des partis de l'opposition. Je suis Ernest Dimi, je pose la question pour le camp du journal Le Patriote. Je vais aujourd'hui m'atteler sur la nouveauté, c'est le Fonds monétaire international et le Congo. Et comme Inata, nous avons quand même un grand économiste devant nous, c'est M. Mathias Jean. Nous voulons savoir, Président Jean, que fallait-il avoir? Un non-accord ou un accord avec des montants dérisoires? Ensuite, vous avez dans les propos liminaires donné pas assez de chance au Congo de tenir par rapport au caractère dérisoire des montants alloués sur 3 ans. Nous voudrons savoir quels auraient été selon vous les montants réels qui devraient être alloués et comment devraient-ils être utilisés. Je vous remercie. Madame. Oui, Madame Mankene, journaliste Mankene. Alors, l'opposition congolaise ne donnait pas la chance au gouvernement congolais de conclure, notamment le président Mathias Dion, qui à maintes fois révélé sur les chances du Congo de conclure un programme avec le FMI. Maintenant que le Congo a conclu un programme, je suis étonné que dans le monde lumière, lu par le porte-parole du collectif des partis de l'opposition, vous qualifiez, comme venait de dire mes deux confrères, de dérisoire le montant qui était alloué au Congo, le prêt qui a été alloué au Congo par le FMI. Alors, selon vous, je voulais revenir sur la même question en la posant d'une autre manière. Vous attendez à quoi? Parce que l'opposition congolaise n'a
l'extérieur 550 5570 milliards, plus de 5570 milliards. Alors que ça, c'est la dette, la totalité de la dette, que ce soit intérieur, extérieur, que le Premier ministre a dit, j'étais là dans la salle, quand le Premier ministre en parlait, a donné les chiffres pour la première fois. C'est une question que le ministre des Finances a toujours effleurée. Mais avant-hier, le Premier ministre a donné, il en a parlé de la dette intérieure, qui s'élève à 1761 milliards. Et la dette extérieure, c'est 3000 et quelques. Mais vous avancez 5000 et quelques, rien que concernant la dette. Donc, quelle est la source, votre source? Vous détenez ça. Quand vous parlez, vous avancez des chiffres de plus de 5000 milliards de dette extérieure. Merci. Oh, silence! Merci. J'ai une question, mais une question c'est vraiment comme la argumentation qui est comme dans la France. Continuellement, il y a Mozali pour le Mobé, et pour le Congo, il y a signalé FMI. Namoni Bocholi Bonani, le public est comment yango ezali ya malamu te poti mosomo yango mokopesa te epusana ekolo fonge kotumbama tokosilisa bomikakata miekolo ezali na yango mpona bino ezali te motu ya mambongo mozali moke to esengelaki na ekolo kongo ekanisa lolenge mosusu ya koluka mosolo kasi kosinya mobemba nango yango te tokosinye bakor yango te alors mpona bino esenge nini mpona kosala na ndambo ya mbongo ekolo kongo ekozwa mpona te tobima na kati ya pasi tozali yango motunama bibadeli ozali mpona boloni likambo ya kolukani to dialogue todike ngutakala bango bama bilanga to opposition bazali kosenga kolubani lelo ekolo kongo ekomi na litaki to conseil national du dialogue mais bino ozosenga kaka ekolo kongo tombola matari ekongisa bolubani ezali te malamu mpona bino opusana pene na litaki yango to conseil national du dialogue e mpona bino soki bosimani bwa dialogue bokozala makambo makasi mabino mazali mingi mpo ke tobima na mikakata oyo ozali kokanisa. Merci. Je suis Christian Mandela de Mania Congo. J'ai suivi avec attention votre mot liminaire. En ce mot, nulle part, vous avez reconnu les efforts consentis par le gouvernement dans l'aboutissement de cet accord. Je vous pose cette question parce que nous savons tous que dans certains pays africains, il y a eu quand même des arriérés de salaire, et je peux dire même des suppressions de certains prix, alors que au niveau de notre pays, on n'a pas connu les arriérés de salaire. Non. Vous ne reconnaissez pas les efforts consentis par le gouvernement. Ma deuxième question, vous avez parlé que nous devons passer de la bonne gouvernance, nous devons passer de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance. Est-ce que le collectif des partis de l'opposition suggère pour que nous puissions passer de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance en rapport avec ces fonds alloués au Congo? Merci. Monsieur le Président, la première liste est close. Chers amis journalistes,
j'aimerais d'abord vous remercier de votre présence assez nombreuse, mais aussi de la perspicacité avec laquelle vous avez posé ces questions. Mais il faut comprendre que tout programme avec le Fonds monétaire international doit obéir. Quelle est la situation? Notre pays connaît une crise économique, une crise financière, crise économique parce que l'économie congolaise est quasiment en part. En dehors du pétrole que nous exportons, il n'y a plus rien d'autre comme économie dans notre pays. Qui nous coûte d'ailleurs à manger chaque année, ce qui est simplement importé en francs CFA. Chaque année, le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA ce que les Congolais consomment. Les cuisses de poulet qu'on vend dans les marchés là. C'est tout ce que nous mangeons au risque de connaître beaucoup de maladies. Notre pays connaît une crise financière. Pourquoi? Mais parce que nous sommes incapables d'assurer les paiements courants. Les paiements courants, c'est quoi? C'est les salaires des fonctionnaires, les salaires des administrations déconcentrées et décentralisées, les salaires des... qu'on appelle ça? Les pensions des retraités, les bouts des étudiants. Crise financière parce que le Congo n'est plus à même d'assurer le financement des services sociaux et les plus essentiels. Les hôpitaux, l'enseignement. C'est pour ça que vous assistez aujourd'hui à l'explosion de la mortalité dans notre pays. Et regardez Brazzaville, il n'y a pas une seule rue où il n'y a pas une palme qui indique qu'il y a quelqu'un qui est mort. Moi, c'est un courage que je vous parle aujourd'hui. Dans ma famille, il y a au moins 4 morts aujourd'hui. 4 dans une même famille. Et prenez les autres familles. Alors, ça c'est une crise grave. N'est pas fait. Et nous avons dit à l'époque que le Congo était en banqueroute. Alors, comment régler la situation, la crise financière? Nous sommes incapables. Vous avez vu la crise des devises. Pourquoi? Il y a eu la crise des devises. Parce que quand nous vendons ce que nous vendons à l'extérieur, nous avons ce qu'on appelle les ressources d'exportation qui se transforment en ressources, en réserve de change internationale. Nous avons un pool commun en Afrique centrale qu'on appelle le compte d'opération. Dans ce pool commun, qui est un compte ouvert au Trésor français, nous déposons 50% de nos recettes d'exportation, à partir desquelles nous achetons ce que nous avons, ce que nous importons. 50% de nos recettes d'exportation, mis également dans un pool commun et placé sur la place financière internationale sous la surveillance du BRI, la Banque internationale des règlements, la Banque des règlements internationaux plutôt, la BRI, qui surveille, qui nous indique la qualité des supports. Ne placez pas ici, n'achetez pas les obligations américaines, achetez plutôt canadiennes, n'achetez pas ici, pour que nous ne faisons pas des pertes. Et parallèlement, à Yaoundé, la Banque d'État d'Afrique centrale a ouvert un secteur de marché monétaire qui surveille l'ensemble des paramètres. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer nos importations. Il y a quelques mois, on disait qu'il restait une semaine d'importation. Mais il n'y en a plus. Et la position de Congo a plongé toute la zone CEMAC. Les autres pays ont des difficultés. Bientôt, si le redressement n'intervient pas, nous allons être obligés d'emprunter de l'argent au Trésor français pour payer nos importations. Mais quand vous empruntez, vous payez les intérêts. Voilà pourquoi, si vous lisez l'accord qui a été signé avec le Fonds monétaire, l'un des objectifs qui est indiqué ici, et j'ai dit faussement, c'est la reconstitution des réserves de change régionales. Parce qu'il n'y en a plus. Lisez le texte, vous ne l'avez pas lu? Entrez sur le site du Fonds monétaire, vous aurez le texte de l'accord avec le Congo. De reconstituer les réserves de change internationales parce que nous n'avons plus rien. Voilà pourquoi il y a eu la crise des devises ici. Les quelques devises qu'on avait, ceux qui avaient peur du regard du peuple se sont rués pour acheter de l'or. Et en plus, quand vous voyagez, vous allez à l'extérieur, on vous dit toute
toute nature confondue de ce que vous avez, les chèques, les cartes bancaires, les espèces, vous ne devez pas de francs CFA, c'est-à-dire 7500 €. Vous allez à Maya, vous dites ça. Et on a trouvé un prêt. Ah, vous avez payé la SNSS. Si vous n'avez pas payé la SNSS, vous ne voyagez pas et on vous retourne. Mais qui doit l'argent à la SNSS qui n'a pas payé? L'État congolais doit près de 30 milliards de francs CFA à la SNSS. Et aujourd'hui, on va mettre la main sur les fonds de la SNSS qui sont des fonds sociaux cotisés par des privés pour leur retraite. Est-ce que le gouvernement a le droit de le faire? Et le budget du Congo est en l'air. Voilà pourquoi on n'arrive pas à dette. Échange de dette. Si vous avez lu le budget 2018, prévu un paiement d'échéance de 555 milliards de francs CFA. Mais ça n'a jamais été payé. Ça n'a jamais été payé. Ça, c'est la crise financière. Mais la crise sociale, je vous toucher un mot, c'est les hôpitaux sont en faillite, en panne, ne soignent plus les gens. Les écoles privées, il faut payer. Et ceux qui payent, ceux qui ont un peu d'argent, il n'y a rien du tout. Vous savez comment les salaires sont payés. Ici, là. Quelqu'un peut vous dire comment on apprend seulement après combien de jours on a fait les virements. Les virements viennent d'où? Dans ce pays, il n'y a qu'un seul canal de virement. Tout l'argent de l'État passe par le Trésor et la Banque centrale. Dans les autres banques. Mais aujourd'hui, non, ça ne se fait pas. Demandez à la Banque centrale ne vire plus des salaires. L'argent passe par des systèmes D. D'où ça vient? Et ça nous expose à une prolifération des faux billets. D'où viennent? Mais vous les journalistes, faites l'investigation. Vous devez chercher à savoir, mais comment? On paye les gens, ça ne passe pas par les canaux officiels. Mais l'argent vient d'où? Voilà la crise sociale. Et la crise morale. La crise morale, c'est quoi? Vous n'avez pas vu qu'au Congo, il y a fait un temps, c'était difficile d'apprendre dans ce pays qu'il y avait une maladie qui s'appelait AVC. Aujourd'hui, plus de 40% des Congolais meurent maintenant d'AVC. Mais l'AVC, c'est quoi? L'AVC, c'est un blocage des canaux de circulation du sang. Par quoi? La source essentielle, c'est le stress. Le stress, vous êtes chez vous, vous avez 5 enfants, vous avez une femme, vous avez de la famille. Dans la journée, quand vous vous réveillez, vous n'avez même pas, vous avez payé 200 francs CFA. Voilà l'origine des AVC. C'est ça le vrai problème. Donc une crise morale terrible dans notre pays. Et je disais qu'un jour, dans les rues de Brazzaville, on va assister à des empoignades. Les gens viennent vous poignarder, donnez-nous ce que vous avez. Mais nous avons un exemple vivant. Ce sont les bébés noirs. Les bébés noirs font quoi? Ils vont dévaliser les gens, non? Ce n'est pas le résultat de la crise. La crise morale, comment on peut le faire? Donc le pays est en crise. Alors lorsqu'on signe un programme, ça vise ça. D'où vient la crise? Nous avons emprunté. Soyez conscients. En 2010, on nous a abandonné toute la dette pour la ramener à 20% du PIB. Aujourd'hui, de 2010 à 2019, ça fait 9 ans. En 9 ans, la dette est passée de 20% du PIB à 120%. Uniquement la dette extérieure. Hein, madame, les 9 milliards 800 millions de dollars, ce n'est pas la dette totale, c'est la dette extérieure telle qu'elle a été dénombrée par le Fonds monétaire international. C'est publié dans les documents du Fonds monétaire international. Notre dette intérieure n'a jamais été auditée. Jusqu'à présent, elle n'a pas été auditée. Nous avons une institution qui s'appelle la CCA. Tout le monde peut aller là-bas prendre des chiffres. Et dans cette dette extérieure-là, rien que la Chine, le total pour la Chine, c'est 3 milliards 300 millions de dollars. Quand ils abandonnent 20 millions d'aide au développement, ils disent voilà, la dette a été restructurée. Non. Voilà la situation réelle. Donc la dette totale du Congo, ce n'est pas 9 milliards 800 millions de dollars comme on a dit,
ou les 5 000 milliards, comme on le dit, ce qu'a dit le Premier ministre du Popo, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que nous avons plus de 12 000 milliards de dettes au total. Au total. Or, est-ce que le programme là, dont j'ai les papiers, permet de restructurer cette dette? Parce que dans le programme, il est écrit également qu'il faut viser la restructuration de la dette. Vous êtes sûr qu'on peut restructurer la dette avec ça? Pour restructurer une dette, ce n'est pas une affaire d'argent. Restructurer une dette, ça veut dire que vous avez tellement donné des éléments, vous êtes tellement engagé à pratiquer une bonne gouvernance en ce moment-là, alors vous négociez la réunion de 2 clubs. Le club de Paris et le club de Londres. Ces 2 clubs se réunissent et regardent la situation du pays. On dit, ah, la situation est faite, non, il faut aider ce pays à s'en sortir. C'est ce que nous avons fait en 2010, quand on est arrivé au thème en 2010, que nous avons commencé à négocier dès 1999. Donc voilà la réalité, la situation. Alors, pour apprécier ce programme-là, il faut voir donc par rapport à la situation réelle de notre pays. Nous sommes véritablement en crise, en banqueroute. Ce programme ne permettra pas d'en. Ce programme s'apparente plutôt à une aide budgétaire. Mais vous le savez, vous les journalistes, vous suivez. Il y a eu une réunion à Yaoundé qui a réuni les États de l'Afrique centrale avec Mme Christine Lagarde. Et on a donné à tous les États la possibilité de bénéficier d'une aide budgétaire. Tous les autres pays ont eu une aide budgétaire. Sauf le Congo-Brazzaville, le Nord. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi le Congo n'avait pas eu cette aide budgétaire? Moi, je pense personnellement, aujourd'hui, c'est la réalisation de cette promesse du Fonds monétaire d'accorder l'aide budgétaire à des pays. Les autres ont eu, pas le Congo. Et l'aide budgétaire, c'est quoi? C'est un tirage sur la quote-part. Aujourd'hui, c'est 200% de tirage sur notre quote-part. Donc voilà pourquoi nous, collectifs, nous disons cet accord-là n'est pas suffisant. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions précises. Après avoir posé ce dialogue-là, ce qui a été dit, on va essayer de répondre aux questions précises. Mais notre ami Serge, il dit, c'est sur le dialogue. Tu veux répondre à ça? Je te donne la parole pour répondre à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, le collectif de partis d'opposition n'a pas cessé d'insister sur la nécessité de la tenue d'un dialogue national inclusif. Ça fait des années, je peux me dire, que nous réclamons cela depuis 2012 au moins. Nous sommes en 2019, ça fait pratiquement 7 ans que nous posons ce problème, et ça fait 7 ans au moins que nous avons commencé à dire que notre pays traversait une crise excessivement grave, multiforme, multidimensionnelle. Nous avons dit dans la déclaration tout à l'heure que aussi longtemps que nous le disions, le pouvoir nous répondait qu'il n'y avait pas de crise. Et nous avons dit également que finalement, voici 2 ans que le pouvoir a commencé à reconnaître qu'il y avait la crise et est obligé d'aller s'agenouiller devant le Fonds monétaire international. Alors nous disons, la situation de la crise est tellement grave qu'il fallait que les forces vives du pays se retrouvent. Nous en avons une expérience déjà dans ce pays. Il est normal qu'un pays, quand il rencontre des difficultés, qu'il s'arrête un instant, qu'il réunisse ses fils et qu'il se pose la question que faire. Parce que le pays est un patrimoine national, est un bien commun, et le pays a besoin de toutes les intelligences, de toutes les sagesses pour essayer de redresser la situation. Et depuis donc, nous demandons ce dialogue, mais pour nous, c'est un vrai dialogue qu'il faut, national et inclusif, avec toutes les forces vives de la nation. Nous vous allons de vous dire, le Conseil national de dialogue qui vient d'être créé, qui est constitutionnel même, qui ne comprend que 245 membres,
Ce n'est pas nous qui inventons. Le texte qui organise le Conseil national du dialogue existe. La presse peut s'en approprier. 245 membres. Et nous avons fait les calculs, là-dedans, vous n'avez que 26 membres de l'opposition. Toutes tendances confondues. Enfin, honnêtement, pensez-vous qu'il soit possible de régler des questions aussi graves dans notre pays que nous vivons depuis des décennies, uniquement avec ce nombre de 245 participants, et dans lequel la majorité, l'écrasante majorité, c'est le pouvoir lui-même qui a des comptes à rendre malgré tout. Nous estimons que ce n'est pas bon. Le dialogue que nous réclamons, nous, on nous demande quel sera son contenu. C'est ce que M. Serge a demandé. D'abord, je viens de rappeler que nous voulons un dialogue avec une participation de toutes les forces vives nationales. Donc il y a déjà la question de la participation qui est nécessaire. Notre façon de voir la participation n'est pas celle du pouvoir. Nous voulons une participation beaucoup plus large et qui tienne compte de toutes les forces vives du pays, les partis politiques, les associations, la société civile, bien sûr, toutes les personnes, y compris les individualités. Vous voyez donc, il y a déjà une grande différence du point de vue de l'organisation. Ensuite, nous voulons qu'il y ait une phase préparatoire de ce dialogue. Et nous disons que compte tenu de l'importance de la question, de la situation du pays, cette préparation doit être paritaire. Il faut mettre en place un comité paritaire pour qui prépare ce dialogue. Et non pas un pouvoir qui viendrait présenter ce qu'il veut présenter et demander que les gens applaudissent. On ne peut pas accepter une telle chose, la situation est trop grave pour s'amuser ici. C'est pour ça que nous avons cité un nombre de dialogues qui ont été organisés à Evo, à Dolisie, à Ludima, à Sibiti, à Wesso, qui n'ont donné aucun résultat. Ça n'a pas permis au pays de résoudre ces problèmes. Donc, et le contenu, mais naturellement, il s'agit d'apprécier la situation de la vie nationale. Et quand il y aura un tel comité qui est paritaire, donc autant de membres pour l'opposition que pour le pouvoir, si c'est une commission de 100 personnes, il faut qu'il y ait 50 membres de l'opposition, toute opposition confondue bien entendu, et 50 membres du pouvoir. Voilà ce que nous demandons. Donc une phase préparatoire par une commission paritaire. Et ensuite, les sujets sont lesquels? Il y aura forcément des sujets politiques. Vous ne pensez pas que la situation politique de notre pays nécessite qu'on la regarde de très près? Nous avons dit dans notre déclaration que cette situation, et comment nous l'avons qualifiée, la situation politique est multidimensionnelle. Voilà. Donc, il y aura forcément des questions d'ordre politique à regarder, comme vous venez demander le contenu. Il y aura des questions d'ordre économique, des questions d'ordre social. Toutes les questions qui concernent la vie nationale seront regardées à cette occasion. Et la commission sera mise en place. Dans notre réflexion, nous avons proposé des commissions, tout ça. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, ce serait trop long. Et à la fin, si vous voulez que j'aille un peu plus loin, nous avons estimé que nous devons sortir de ce dialogue national avec un compromis politique national. La situation est trop grave. Il est bon de sortir de ce dialogue. Qu'est-ce qu'on appelle compromis politique national? Que nous nous mettions tous d'accord dans la manière de continuer à gérer le pays. Il y a les questions politiques, il y a les questions économiques, il y a les questions sociales, il y a toutes les questions qui intéressent la vie nationale. Nous voulons qu'on mette en place par la suite, et nous l'avons dit, la presse congolaise le sait, Dimi, vous le savez, nous avons publié des documents. Nous avons dit, nous voulons qu'à l'issue de ce dialogue, nous passions par une période de transition. Une période de transition gérée de manière consensuelle, afin de préparer ce qui vient. Cette période de transition aura une durée déterminée par le dialogue, un programme déterminé, et notamment préparer les choses, remettre de l'ordre à nos affaires, que ce soit au plan politique ou au plan économique. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne le collectif de parti d'opposition, toute la réflexion est pratiquement complète. Au moment venu, nous sommes prêts à tout livrer. Parce que si on mettait à tout dire ici, nous allons occuper tout le temps. La conférence est terminée. Voilà à peu près les quelques éléments que nous pouvons mettre à votre disposition en ce qui concerne le contenu. Et vous nous avez dit, vous parlez que le dialogue, nous avons qualifié le prochain. Si ça se faisait par le Conseil national du dialogue, ce serait un dialogue, un monologue. Vous nous dites, mais vous-même, il y a quelque temps, vous avez
organiser un dialogue à Diata, c'était monologue. Vous savez comment ça s'est passé comme ça? Il y a eu un dialogue qui a été fait à Sibiti, que nous avions trouvé monologue. Nous avons dit, bon, comme le pouvoir ne nous associe pas réellement comme il conviendrait, nous allons nous retrouver, nous, opposition, réfléchir sur les problèmes du pays. C'est ce que nous avons fait à Diata, mais ça ne s'est pas limité là. Tout notre dossier a été déposé au pouvoir, au président de la République. C'est bien ça, non? Le dossier a été déposé au président de la République, de notre réflexion, en disant, vous avez réuni des gens à Sibiti, c'est très bien, mais nous voici notre réflexion, notre contribution. Il n'y en a jamais eu un seul écho, on n'en a pas du tout tenu compte. Le dialogue de Sibiti a eu lieu il y a déjà combien de temps? En 2016 15. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Nous sommes quand même en face de la FMI aujourd'hui, malgré tout. Voilà les quelques éléments que, en ce qui concerne le dialogue, parce que c'est un reproche que les Dimi nous font toujours, vous de réclamer dialogue, et on ne vous le donne pas et vous continuez toujours. Mais nous pensons, parce que c'est la seule solution, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Nous voulons qu'on se retrouve, les fils de ce pays, ensemble. Le dialogue ne sera pas un moment de règlement de compte, un moment de justice pour emprisonner les gens, arrêter les gens. C'est pas ça le sens du dialogue que nous voulons. Nous voulons qu'on regarde concrètement les problèmes du pays et qu'on redémarre les choses autrement. Il faut une nouvelle gouvernance politique et plus particulièrement une nouvelle gouvernance électorale. Qui ne sait pas que les élections se passent très mal au Congo? Que ce ne sont pas les élections? La presse congolaise l'ignore ça. Tout le monde entier sait, dans tous les pays africains, que c'est un pays où les élections se passent très mal, où il n'y a pratiquement pas d'élections, c'est le Congo. Voilà une question essentielle. Je voudrais compléter un peu sur la question du dialogue. Vous savez pourquoi nous réclamons le dialogue? C'est vrai, c'est pour construire ensemble des solutions idoines pour ce pays. Mais en même temps, nous voulons éviter le pire. Vous êtes des Congolais comme nous. Notre pays est bourré d'armes inutiles, des armes de destruction massive. Bourré. Nous ne voulons pas que ces armes-là servent à tuer des Congolais. Voilà pourquoi il faut éviter. La vie est précieuse. La vie est sacrée, comme on dit à l'église. Mais les armes que nous avons aujourd'hui dans notre pays servent à quoi? Nous ne sommes pas un pays en guerre. Notre pays est bourré de mercenaires, super armés. Vous n'avez pas entendu la présence des Rwandais ici dans notre pays armés? Vous n'entendez pas la présence des restes de Savivi dans notre pays armé? Le général Mounene à Ivo, avec une grande milice. Vous ne savez pas ça? Des miliciens. Pourquoi tous ces gens-là? Et en cas de difficulté sociale, si les Congolais disent, bon, aujourd'hui on en a marre, nous voulons faire une petite marche, vous allez voir, les têtes vont tomber. C'est ce que nous voulons éviter par le dialogue. C'est par le dialogue que nous pouvons construire en épargnant la vie des Congolais. C'est très important. Il faut que vous le sachiez. Bon. Et Diata était tenu dans ce sens-là. Nous avons été très coopératifs, alors que Sibiti était parti juste pour dire au président, oui, change la constitution pour que tu sois à vie là, au pouvoir. Mais nous, on a pris 17 résolutions pour dire non, le pays, ça ne va pas. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, pour revenir à la signature de l'accord, vous dites que, est-ce que cet accord peut rendre le Congo crédible? Mais vous voyez que c'est un accord, nous avons dit dans le texte, c'est un accord à minima. Juste pour faire, pour montrer que le Congo était membre du Fonds monétaire international. Nous sommes membres, hein? On était dans le capital du Fonds monétaire international. C'est la manière de traiter les membres. Est-ce que ça peut rendre crédible? Ce qui rend crédible, ce n'est pas l'accord. Ce qui rend crédible, c'est la gouvernance. Le Congo est super endetté. Qui peut vous prêter encore l'argent pour perdre son argent? Personne. Le Congo gère mal ses finances publiques. Qui peut croire à la gestion du Congo? Le Congo n'a plus d'économie, gère mal son économie. Vous vous rendez compte? La matière la plus importante de notre pays s'appelle le pétrole. Nous exportons le pétrole, mais on ne voit pas le produit de la vente du pétrole. C'est donc
où il y a des ravages financiers énormes. Mais quand vous faites à l'extérieur, 60 Congolais ont placé l'argent à Panama. Des Congolais ont placé l'argent, 5 Congolais, des comptes ronflants à Pékin, à l'Exim Bank, Dubaï, dans les îles, dans les Antilles hollandaises. Mais peut-être que vous ne savez pas, les grands pays là, ils ont tout, jusqu'à la virgule près. Il faut dire qu'ils sont gentils, hein, à la virgule près, les comptes qui sont à l'extérieur. Si aujourd'hui on dit balai, les voir. Même celui qui a 1 euro, on va dire il a 15 euros. Parce que les autres connaissent tout. Même au Liechtenstein, où on gère les comptes avec la voix. C'est-à-dire vous avez votre compte pour avoir l'argent, vous parlez seulement au téléphone et la voix vous détecte. Au Liechtenstein. Oui, oui. Ceux qui détiennent le compte là-bas, ils doivent savoir qu'on connaît leur nom, leur adresse. Sinon la voix ne cache rien du tout. De parler. La voix c'est rien du tout. Nous à la banque on a tout. On ne peut pas entrer à la banque sans avoir toutes les informations sur cette personne-là. Donc on connaît tout. Ça ne sert à rien, c'est dérisoire. La crédibilité vient de là. Cet accord tel qu'il a été signé, d'ailleurs vous avez vu, non? C'est, il faut pousser le Congo à faire un effort. Mais ce gouvernement ne peut pas faire d'effort s'il n'y a pas une conséquence. Pour retraiter la dette, quelqu'un va retraiter. Ben, si vous retraitez, il faut payer la première échéance. Vous avez prévu de payer 555 milliards aux créanciers. De 2138 milliards a été 54 milliards. Vous avez déjà un déficit de 455 milliards. 454 milliards. Vous allez tirer l'argent. Il n'y a rien. Personne ne vous prendra. Fonctionnaire, je gagne, disons, 250 000 francs CFA. Mais j'ai un compte de 15 000. C'est sûr. Ce n'est pas sérieux. Au Congo, vous avez des bailleurs de fonds. Quel bailleur? Le Congo est déjà surendetté, il part rembourser un banquier. Si vous faites ça, on vous licencie. Vous êtes un mauvais agent. On ne peut plus vous payer aux conditions, 33% vous payez aux conditions actuelles et 67% on va non rien dit. C'est ça le problème grave. Hein? Bon. Voilà. On donne la possibilité d'aller. L'accord de fonds monétaire est un label qui permet de négocier avec les clubs. La dette, on va voir le club de Paris, on va voir le club de Londres. Alors celui qui est devant vous là, a mené des débats importants avec le. On va nous demander, mais les nombreux comptes ronflants que vous entretenez à l'extérieur, pourquoi vous faites? Pourquoi les SNPC doivent fonctionner avec des préfinancements? On dit, bon, nous allons vous vendre 3 cargaisons de pétrole, ça va coûter tant, donnez-nous la marché. Vous ne bénéficiez d'aucune couverture. Alors si le prix de marché est favorable, vous avez perdu l'argent. Ces préfinancements ne viennent jamais ici. Et quand on produit le pétrole, au lieu d'aller donner le pétrole, voilà pourquoi les traders actuels nous poursuivent partout, on leur doit délivrer le pétrole conformément à l'accord que nous avons signé. Mais la SNPC n'a pas abandonné ça. Alors il faut restructurer la SNPC pour faire la SNPC une vraie entreprise. Vous voyez? Donc c'est important. On pense que la crédibilité du Congo n'est pas encore une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance dans les conditions de jeu ne peut sortir qu'un dialogue national. On fait ça. Et si on fait ça, on fait ça. On va dire aux gens, attention, l'argent de l'État, on ne touche pas. Et nous allons, plus de contrôle aujourd'hui, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors, 10 000. Un non-accord ou un accord avec les montants des besoins. Mais, chers amis, je vous ai expliqué. En tant que pays membre, nous avons le droit d'en avoir. Je vous cite un autre exemple. Vous voyez la BAC. Le Congo est membre de la BAC. Mais les Jeux africains viennent d'avoir lieu ici. Quand les ont détourné 300 milliards, le Congo a tiré sur la Banque centrale 500 milliards en application de l'article 21 des statuts de la Banque centrale. C'est ça le temps de l'accord. Ici, là, ça s'arrête. Puisqu'on a tiré sur notre part de 200%. Là, ils avaient tiré 20% de l'essai d'exercice dans le passé. Comme nos budgets étaient ronflants. Comme celui de cette année, 2130 milliards. Ils ne comptent pas sur l'extérieur. Ils comptent sur sa richesse. L'accord est là.
Nous allons voir, ça va pousser le Congo. Nous, on a signé l'accord pour pousser le Congo à faire une bonne politique. Et attends, d'ici le 31 décembre, la première revue, au bout de 6 mois, vous allez voir. Ça sera donc un crayon rouge. Puisque, bien sûr, on n'aura ni reconstitué les réserves de change, on n'aura ni retraité la dette, on n'aura pas rapatrié les recettes d'exportation. On n'aura pas clôturé le compte d'enfants à l'extérieur pour rapatrier l'argent au Congo. Et on n'aura pas utilisé les canaux officiels pour payer les salaires des Congolais. C'est toujours les canaux privés, d'aller au système des vendeurs à la rigueur dans notre pays. C'est ça. Attention, c'est un piège qu'on nous l'a dit, mais puisque vous voulez, allez-y. Ce n'est pas le résultat d'une négociation des Congolais qui étaient compétents pour aller négocier. Non, c'est pas dépit qu'on a donné cet accord. On dit, bon, d'accord, allons-y. On va voir ce que le Congo va faire. Mais le port de Pointe-Noire, qui était un port qui produisait beaucoup d'argent, ce port aujourd'hui fait quoi? Vous avez été à Pointe-Noire? Non seulement il n'y a plus de bâtons à rate, mais le port, ça devient n'importe quoi. Il n'y a plus de ça ne produit plus d'argent. Donc voilà. Bon, nous n'avons pas de montant à demander. Pour nous, le Congo est très riche. Avec 5 millions d'habitants, l'argent que nous avons suffit largement, on n'a pas besoin d'aide extérieure. Dans cette salle, je vous avais dit, nous pouvons la faire, moi j'ai 5 mois pour rétablir la situation du pays. Et sans aide extérieure. Parce que le Congo est un pays très riche. On n'a pas besoin de montants qui viennent d'ailleurs. Il suffit de mener une bonne politique, une bonne gouvernance, l'équilibre seront rétablis par eux-mêmes. Notre sœur Marina, j'ai déjà répondu que la dette qui est donnée, c'est la dette extérieure uniquement. La dette intérieure n'est pas courue. On n'a pas fait encore l'audit de la dette intérieure. Parce que notre dette pose le problème. Elle a une partie réelle, elle a une partie qui est fausse. Ils font de n'importe quoi, ils prennent des papiers, envoient à la CCA et le directeur général de la CCA met dans la base de données. Même des gouvernants, qui envoient des faux papiers à la CCA pour mettre là-dedans. Je vous avais déjà signalé ici que les acteurs du pouvoir actuel ont près de 2 milliards à mettre dans la dette intérieure du Congo. Hein? Donc il faut auditer cette dette pour déterminer les contreparties. Je sais, moi qui vous parle, je sais ce que c'est. Alors, il faut le faire. On va dégager la dette qui est fausse. On va dégager et enfin on connaîtra la vraie dette qui existe. D'accord? Voilà. Alors, pour la question du montant, mon ami, on a déjà répondu à ça, le montant. Hein? Vous n'avez pas reconnu les efforts du gouvernement. Nous n'allons pas vous donner nos échos de négociations. Au Fonds monétaire, le gouvernement congolais est considéré comme un gouvernement incompétent. Je vais vous dire, considéré comme un gouvernement incompétent. Il n'est pas capable. Quel est le montant réel de la dette extérieure? Il a fallu que le Fonds monétaire fasse des investigations. Quelle est la dette intérieure réelle? Et il va falloir ordonner un audit. Et quand ils vont là-bas, bon, l'économie congolaise, parlez-nous-en. Vous êtes sûr qu'ils peuvent parler d'économie congolaise? Ils n'arrivent pas à parler de l'économie congolaise. Donc c'est considéré comme des gens incompétents. Alors les gens prennent seulement les données qu'ils trouvent dans la presse. Posez-leur la question. Nous avons dit ici dans notre papier qu'en 2000, dans les statistiques internationales, il est prévu que la production pétrolière du Congo va monter à 140 millions de barils. Alors, posez la question au gouverneur du Congo dans 140 millions de barils. Est-ce qu'on a déduit la décote? Elle est de combien? Quelle est la part du Congo? Demandez-leur comment se fixent les paramètres dans le partage de production. Ils ne savent pas. Donc, on a un gouvernement incompétent. L'incompétence est due à la malgouvernance. Parce que
On ne naît pas avec la connaissance, on apprend. On apprend. Mais les gens, quand vous faites n'importe quoi, vous ne pouvez rien apprendre. Vous passerez tout votre temps à ne rien apprendre et à ne sortir que du faux. Voilà, chers amis, notre ami vous a parlé de... Hein? Et notre ami Christian, qu'est-ce que le collectif sujet pour passer de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance? Mais allons au dialogue national inclusif. On va prendre point par point. Nous proposons ça, et on arrête ensemble ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous lisez les documents du gouvernement congolais. Je vous donne un exemple. Lisez le budget 2018, budget 2019. Ce n'est pas des budgets, c'est mal présenté. C'est même pas utilisable. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on ne connaît pas, on demande à un sachant. Comment on fait? Bon, je ne vais pas boire tout le temps. Bon, alors, il y a notre ami qui a parlé. Il y a notre ami qui a parlé d'arrivée de salaire. Vous savez, je vous dis une chose. Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'arrivée de salaire? Ce pays a toujours connu des arrivées de salaire. Toujours, même actuellement. Lorsqu'on paye les fonctionnaires, là, tous les fonctionnaires ne sont pas payés. Hein. On paye principalement les gens de Pointe-Noire et de Brazzaville parce que c'est eux qui peuvent se révolter dans les rues et faire peur au gouvernement. Les gens qui sont à l'intérieur, là, on ne les paye pas. Et regardez dans les mairies qu'on a créées par-ci par-là. Là. Mais ces gens-là n'ont rien, ils ne sont pas payés. Moi, j'arrive à Paris, je vois un jeune Congolais qui vient vers moi, je ne le connaissais pas. Ah, monsieur Don, oui. Ah, mais vous aussi, votre pays, là, comment ça passe là-bas? Oui, mais moi, je suis un travailleur de l'ambassade du Congo. Depuis 4 mois, on n'a pas pris de salaire. Un Congolais, ce qu'on appelle les travailleurs locaux. 4 mois, depuis 4 mois, ceux qui sont à l'ambassade du Congo en France et ceux qui sont à l'ambassade du Congo à l'UNESCO n'avaient pas été payés. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Actuellement, il y a beaucoup d'arriérés. Et vous, regardez, on ne connaît plus la date de paiement de salaire. Avant, on payait les fonctionnaires tous les 25 du mois. Dès le 20, le CI a déjà traité les salaires. Les bénéficiaires sont partis au trésor, on ordonnait. Et le 25, chacun avait son salaire. Mais aujourd'hui, vous connaissez le jour. Alors, il paraît que beaucoup regardent un hélicoptère qui fait. Ne dites pas qu'il y a eu d'arriérés. Il y a des arriérés, même aujourd'hui. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre pays est vraiment malade. Et vous, les journalistes, vous devez vous inquiéter de ça. Faites des investigations, des investigations et dites aux hommes politiques non, ça suffit. Ne faites pas comme ça. D'accord? Pourquoi vous n'imitez pas Mediapart? Mediapart publie. Hein? Vous aussi, dites non, ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, vivement le dialogue qu'il arrive vite, parce qu'on va regarder. Moi, quand j'étais ministre des Finances, c'est moi qui ai fixé les salaires. Il dit, il n'y a pas un ministre qui dépassera 3 millions. 3 millions par ministre. Les autres affaires, là, quand il est ministre d'État, il dit, bon, les 3 millions 500 000 pour vous. Qu'est-ce que vous foutez pour gagner plus? Alors, aujourd'hui, le ministre d'État gagne 15 millions. Et il fait quoi? Mais bien sûr, vous ne savez pas. 15, il fait quoi avec? Non seulement il gagne 15 millions, mais en même temps il détourne à tour de bras. Alors, c'est quel État ça? Les députés, des sommes faramineuses. Comment voulez-vous faire ainsi? Les organes consultatifs, comme on vient de citer là, les organes consultatifs, conseil de la jeunesse, conseil des organes absolument inutiles.
compte tenu des chefs de village et des chefs de quartier qu'on a fait passer par ça, ils ont pour leur fonctionnement chaque année 600 millions de francs CFA. 600 000. Vous avez besoin d'un conseil national de dialogue des sages ici, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des petits balais là, c'est ça le conseil. Et c'est maintenant qu'une mairie. Et oui. Si vous avez vu les documents, du dernier secrétariat du Conseil national de dialogue là, il prévoit de rétablir la démocratie dans notre pays en partant de la démocratie coutumière. Mais vous n'avez pas lu ça. Mais publiez, mais vous êtes des journalistes. Mais comment j'ai fait pour avoir ça? Hein? Voilà le truc. 600 millions qu'on donne à ces gens-là qui ne foutent rien. Et si vous ajoutez, mais c'est écrit, c'est officiel, c'est écrit dans le budget. Lisez les budgets quand c'est publié. Le journaliste doit tout lire. Quand on diffuse le budget, on va voir qu'est-ce qu'on a dit dans le budget là. D'accord? S'il y a un qui doute, moi j'ai le budget chez moi, disponible. Je mets à la disposition, ils pourront lire. Voilà, chers amis. Je voulais ajouter un petit élément, s'il vous plaît. Je crois que certains journalistes ont fait allusion au message du Premier ministre par rapport à cet accord avec le FMI. Et ils ont donné l'impression que, franchement, le gouvernement lui-même a satisfait. Je n'ai pas eu l'impression, parce que nous avons déploré le montant dérisoire de cet accord. Et vous nous dites, pourquoi vous dites que c'est dérisoire? Il y a même des gens qui disent, est-ce qu'il fallait mieux un an? Les réponses du président Mathias ont montré très bien que franchement, il n'est même pas ce montant dérisoire. Moi, j'ai cru entendre le Premier ministre également. Il n'a jamais vraiment le gouvernement était satisfait de ce qui a été donné. Je pense que le Premier ministre a pratiquement reconnu que c'était un montant minimal. Il a dit comme nous, 100% de la quote-part du Congo. Il a même attiré l'attention des Congolais de ne pas commencer à danser. Il a dit, voyez-vous, parce qu'il a même dit, il y a des gens qui commencent avec ce droit. Il se trompe. Donc le Premier ministre réservé n'a jamais montré que franchement le Congo est devenu riche aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai retenu du peu que j'ai écouté de la conférence de presse du Premier ministre. Je voulais quand même revenir sur ça. Deuxième liste. Oui. Silence. Soyez calmes et silencieux dans la salle. Nous sommes venus, et les militants, et la population, et peut-être nous autres, les journalistes aussi. Nous avons besoin d'informations. Monsieur Jimmy Benata. 10 000. Non. Mankou. Mankoubou. Monsieur Blanchard. Beauté. Oui, Blanchard. Beauté. Beauté comme bonjour. Beauté lui dit beauté. Oh non. Beauté Blanchard. ACI. Bon. Deuxième liste close. 4 intervenants. Bien. Mienata. Merci. C'est toujours M. Serge Mienata. Nous insistons à poser des questions parce que nous estimons que nous parlons Congo. Et le Congo est cher pour tout le monde. Et au nom de toute la presse ici réunie, nous disons merci au collectif de l'opposition qui nous donne aussi l'occasion d'avoir certaines informations. Et par la même occasion, quand même, je déplore de la part des militants certaines personnes qui rient, qui prennent ces questions comme la Mokeli, mais nous parlons Congo. Alors, ma première question, l'opposition réclame le dialogue. L'opposition fait des propositions. Si
aujourd'hui le président de la République arrive à tendre la main à l'opposition, non pas dans l'organisation des dialogues, mais pour demander que l'opposition accède au gouvernement, dans un gouvernement, n'est-ce pas, de l'Union nationale. Est-ce que vous serez partant? C'est la première question. La deuxième question, on ne gagne jamais une bataille en étant dispersé. Est-ce qu'au sein de l'opposition, vous imaginez un dialogue entre vous, vous imaginez une rencontre pour essayer un peu de créer l'harmonie entre vous? L'opposition. On parle d'opposition modérée, de l'opposition radicale. On ne peut pas gagner une bataille si on est dispersé. Est-ce qu'il est prévu entre vous quand même une rencontre de créer l'harmonie entre vous? Merci. Merci, messieurs les présidents. Je voudrais revenir sur la question du dialogue. Je me souviens, parfois chez le président, nous sommes là-bas, vers le CHU, parfois ailleurs, l'opposition, face au refus de convoquer les dialogues dans les conditions qui permettent plus l'intervention de la communauté internationale, de faire pression pour accepter ces propositions. Cette communauté internationale, voilà. Non, c'est même pas une affaire d'argent. Cette communauté internationale a envoyé un émissaire ici qui vous a entretenu, vous avez désavoué ces propositions. Vous l'avez rappelé ici, le représentant, je crois, du PNUD, qui a pratiquement fait la même chose. C'est les gens, c'est les visages que j'ai l'habitude de voir autour de vous. Je crois qu'ils peuvent aussi se demander, finalement, va être, je pose la question au président Zan, la communauté internationale, notamment les émissaires de l'ONU, du PNUD et autres, l'institution qui est créée, le gouvernement s'entête dans cette institution. Finalement, croyez-vous avoir une autre procédure pour avoir ce que vous voulez dans le cadre de ce... Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Blaise Constant Mokou de Radio Liberté. Ma question est l'accord financier qui est là signé avec le FMI. Alors, parmi les conditions, on avait demandé à ce que le gouvernement congolais remplisse les 48 mesures. Je veux savoir si vous êtes dans la capacité, de nous donner quelques mesures de cet accord par rapport, je sais que vous 48 mesures. Croyez-vous que le Congo peut les appliquer? Et deuxièmement, je veux parler du dialogue créé par l'État concernant le Conseil national, pardon. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours la même attitude concernant la chaise vide. Pourquoi vous ne manifestez pas d'intégrer cette institution alors que vous déployez également le fait qu'il y ait l'opposition? La liste à l'Agence congolaise d'information ACI. Je voulais revenir sur l'accord du Congo avec le FMI. Une fois. Je ne veux pas signer avec le FMI après parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de choses à supporter, il y a trop de sacrifices à faire. Dites-nous aujourd'hui quels sont les sacrifices que les Congolais vont faire par rapport à cet accord. Parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais il y a une contrepartie. Qu'est-ce qui va changer dans la vie sociale des Congolais
ce que les gens vont supporter, les conséquences de cet accord. La deuxième question, ça fait 7 ans que vous demandez le dialogue. C'est tellement ces personnes-là qui vous refusent ce dialogue ont des bonnes raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, ces raisons-là sont balayées pour que cette fois-ci, on vous a demandé 7 ans déjà? Merci. Bien. Ah. Bon, notre ami Minata, est-ce que nous sommes prêts à accepter d'entrer au gouvernement si on nous le propose aujourd'hui? Alors, franchement, vous ne nous comprenez pas. On nous avait proposé d'entrer au gouvernement. Et si on nous le propose, nous n'avons qu'une seule réponse. Avec quelle gouvernance? Vous prenez une machine. Vous voyez, vous connaissez les usines à bois, non? Allez dans... On introduit dans cette machine-là, elle sort une équipe gouvernementale, un système, c'est exactement comme une machine. Vous en sortez un bois émité. Donc aujourd'hui, si le gouvernement actuel nous dit, venez, on va entrer au gouvernement, si on n'a pas changé de gouvernance, strictement à rien, nous allons nous faire broyer là-bas. Et vous-même, là, vous allez dire, voilà, les gens qui font du bruit ne font rien. Mais parce qu'il s'agit d'un système, on ne va pas se faire broyer par un système. Prêt. Si on va à un dialogue national inclusif dans le gouvernement de transition qui sera créé, vous voyez, non? Nous sommes prêts à rentrer dans le gouvernement de transition qui sera créé parce qu'on aura mis en place une nouvelle gouvernance. Et cette gouvernance sera porteuse. La gouvernance actuelle est dévastatrice pour notre pays. Elle ne peut pas être porteuse. Et si nous y rentrons, c'est pour nous faire broyer. On a fini avec la politique. D'accord? Alors, dites à nos amis là-bas que nous sommes prêts à entrer dans un gouvernement qui vienne résoudre la question du Congo, mais pas dans ce système-là. Il faut qu'on ait pour mettre en place un nouveau système de gouvernance qui permettra de résoudre tous les problèmes. Ok? Et ce sera bien pour tout le monde. D'accord? Est-ce que vous pouvez faire un dialogue entre vous? Entre l'opposition, le dialogue. Et regardez, vous ne comprenez pas. Nous avons, quand vous regardez l'opposition, vous avez l'opposition qui a intégré le pouvoir. Vous ne voyez pas les partis du centre au gouvernement. Ils sont au gouvernement, ça veut dire qu'ils ont accepté la ligne du pouvoir. Bon, nous avons les autres partis d'opposition, elle est diverse. Mais nous faisons les débats, notre objectif, c'est que l'opposition devienne très forte. Pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle débatte des questions essentielles du pays. Une fois nous sommes d'accord, il n'y a pas de raison que nous nous excluions mutuellement. Vous avez compris? Notre ambition propre, c'est d'avoir une opposition forte, une opposition refondée sur la base d'une ligne politique juste. Et pour cela, c'est très simple. Pour être opposant, la manière la plus simple, c'est de regarder celui qui se réclame opposant par rapport au pouvoir. D'accord? Ça ne peut pas se juger autrement. Donc pour nous, l'opposition, ça nous préoccupe. Nous faisons un travail pour que l'opposition se rassemble, se consolide et se mette sur les positions justes qui sont les positions de notre peuple. Alors, l'opposition réclamait la communauté internationale pour faire pression sur le pouvoir afin d'aller au dialogue. Or, la communauté internationale vient de participer à la session de Delhi là, par le biais du représentant du PNUD et du représentant du secrétaire général des Nations Unies ici. Ça, nous le savions, nous avons déjà eu des divergences avec eux. Au mois de mars dernier, nous avons rencontré le représentant du secrétaire général des Nations Unies et nous lui avons dit clairement que nous ne mangeons pas de cette oseille-là. Parce que lui, il pense que le problème, c'est d'aller dans
le Conseil national actuel. Mais le Conseil national, on vous a dit, sur 245 membres, l'opposition n'a que 29. Quel est l'intérêt pour nous d'être là-bas? On va se faire broyer. Et puis ça ne se fait pas par décret. Nous voulons qu'on convoque le dialogue. Toutes les sensibilités politiques du pays, toutes les forces nationales, il faut dire l'attention, se retrouvent pour dire, bon, aujourd'hui nous allons mettre en place un comité préparatoire de 20 membres. Je donne un chiffre comme ça. Alors, l'opposition et ses affiliés, ses alliés, vous disons 10, le pouvoir et ses alliés 10. On prend les 20 personnes et ils se mettent dans une commission préparatoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déterminer les conditions de sa préparation, elle va proposer l'ordre du jour, elle va proposer les conditions de présidium, elle va élaborer le règlement intérieur du dialogue national, elle va surtout nous élaborer un projet de charte de transition. Quand ceci fait, tout le monde est d'accord avec les propositions, on se met en place le présidium. Le présidium, ça peut être, le président peut être quelqu'un de la communauté internationale, comme il peut être une personnalité locale, nationale, que nous avons désigné de commun accord. Autrement, on va faire le bicéphalisme, les co-présidents, les co-vice-présidents, les co-secrétaires, les co-rapporteurs, etc. Pour être sûr que rien n'échappe. Et là, on a tenu le vrai dialogue et nous aurons pris les résolutions qui seront mises en place. Vous voyez, c'est ça ce que nous proposons. Maintenant, quelqu'un de la communauté internationale, je ne sais pas quelles sont ses fréquentations, il était ici et là, vient soutenir le Conseil national de dialogue, nous, ça ne nous dit rien du tout. Pour nous, il ne compte pas. Il ne compte pas. Et nous nous sommes permis d'écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il faut recadrer vos gars qui viennent en Afrique ici, parler de la stabilité des pays, mais la stabilité, ce ne concerne pas les pouvoirs dictatoriaux. La stabilité concerne les peuples. Or, pour qu'elle concerne les peuples, il faut que ces peuples-là soient les premiers à bénéficier de ça. Vous voyez? Alors, il est regrettable, nous avons dit là, il est regrettable que certaines représentations de l'ONU choisissent de soutenir les pouvoirs en place en Afrique qui martyrisent les peuples plutôt que d'assister les populations en détresse extrême. Voilà notre position. Donc notre ami de ici là, vraiment, s'il faut lui dire bonjour, c'est parce que c'est une ordre. Bon. Mais si je suis les positions, je ne vois pas d'intérêt. Comme celui qui a dit brevet là, Fall, on ne l'a pas envoyé pour venir soutenir les pouvoirs dictatoriaux d'Afrique centrale. C'est pour venir faire en sorte que les principes fondamentaux qui ont permis la création des Nations Unies puissent triompher. Quels sont ces principes? C'est le respect de la personne humaine, dans tous les plans, dans ses droits, son droit à la vie, son droit à une vie décente, c'est-à-dire prospérer, que chacun puisse prospérer. C'est ça qu'on leur demande. C'est pas vous venir s'asseoir avec les gouvernants et quand ils ont un peu d'argent dans la poche, non, mais c'est le président. Non, c'est pas ce qu'on leur dit. Ceux-là, nous les reconnaissons. C'est juste pour savoir maintenant que ça ne marche pas. Sur qui comptez-vous? Mais je n'ai pas fini de répondre. Merci. Ceux-là, ne croyez pas qu'ils représentent la majorité. Je peux vous affirmer, moi, qu'une grande partie de la communauté internationale fait exactement au gouvernement congolais les mêmes propositions que nous. Il dit au gouvernement congolais, au pouvoir du Congo, aller au dialogue national inclusif, ouvrir une transition, mettant en place un gouvernement capable de résoudre la question de la crise au Congo. Dimi, je crois que tu connais ces gens-là. Ceux qui donnent cette position-là. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret du tout. Et le gouvernement le sait, le président le sait. Qui dit ça? Donc ne vous en faites pas. Hein? Les grands pays le disent. Il faut aller au dialogue. Mais citons seulement une seule institution. Mais le Fonds monétaire international, avant d'arriver à cet accord-là, dans les conditions préalables, il y avait la question du dialogue. Dans les conditions préalables, Madame Christine Lagarde a dit, vous devez aller au dialogue national inclusif pour mettre en place un gouvernement capable de gérer le programme. C'est écrit, le Fonds monétaire. Mais d'accord qu'aujourd'hui, elle insinue ça, c'est dommage qu'elle soit partie à la Banque centrale européenne. Mais elle allait rappeler, il y a tout ça. Ce qu'on demande au Congo, c'est ça. Ce n'est pas écrit. C'est-à-dire, c'est insinueusement, on demande au Congo d'aller faire ça.
Parce que vous ne pouvez pas recréer une économie en croissance et saine ici s'il n'y a pas ça. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas l'hélicoptère qui fait la navette Brazzaville au Yo qui pourra faire. Hein? Alors, donc il n'y a pas une autre procédure. Il n'y a pas une autre procédure. C'est celle que nous avons engagée, qui repose non pas sur la communauté internationale, mais qui repose essentiellement sur les Congolais. Quand les Congolais, l'écrasante majorité des Congolais, a compris que non, il nous faut aller au dialogue, est-ce qu'il y a un pouvoir qui peut résister devant ce Congolais-là? Notre histoire en témoigne. Il n'y a pas quelqu'un qui a résisté quand les Congolais ont dit non, nous devons aller là. Mais la dernière élection, c'est la conférence nationale. En 1991, la première réponse du président s'assoit sur la demande de la conférence nationale, c'était niet. Mais quand les syndicats, les peuples, les organisations sont mis debout, il a fini par signer le décret, oui, la convocation. Et il voulait nous imposer un présidium. Nous, les patrons, on a dit non. Le président est élu par nous. Il voulait imposer un premier ministre de transition. Les patrons de dialogue ont dit non. C'est pour ça qu'on avait élu le défunt André Bello. Donc voilà, quand le peuple est mobilisé debout, les choses vont d'elles-mêmes. Voilà pourquoi je demande aux journalistes, écrivez, après avoir rendu compte sur ce que le collectif vient de dire, il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités pour obliger le président de la République à convoquer dans les médias un dialogue. Mettez ça en gros caractère. Vous allez voir qu'en moins d'un mois, le dialogue sera convoqué dans les médias. Bien. Les 48 mesures, mais elles n'ont pas été publiées. Hein. Il n'y a pas 48 mesures. Il faut prendre seulement les mesures phares. La première mesure, il faut rétablir l'équilibre du budget, c'est-à-dire remettre la fiabilité financière. Alors comment on fait la fiabilité financière? Il faut supprimer les détournements, supprimer les paiements fictifs, les paiements sans contrepartie, qu'on appelle ça les PPA. Et il faut établir les contrôles. Chaque année, il faut faire une loi de règlement. On n'a pas créé une cour de compte pour rien. Elle doit vérifier les dépenses de tous les départements ministériels. C'est ce que ça signifie. Et ensuite, il faut rapatrier les recettes d'exploitation. Pour ça, il faut regarder les principales sources des recettes du Congo. Aujourd'hui, nous avons deux principales sources. En dehors, je ne parle pas de douane des impôts, mais deux principales sources, c'est le pétrole et le bois. Et après, on va auditer les impôts et la douane pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas réellement. Aujourd'hui, les entreprises sont devenues des affaires familiales. Non, c'est les affaires du Congo. Voilà ce qu'on demande. Alors, rapatrier les recettes d'exportation, c'est-à-dire éviter les évasions extérieures. Nous exportons le pétrole. Si on a exporté 3 cargaisons de pétrole, il faut que ça vienne là. L'argent rentre dans le trésor. Ce n'est pas comme un certain ministre qui avait dit ici, non, nous avons mis ces 2 cargaisons-là en réserve par précaution. Mais depuis, il est parti du gouvernement, les 2 cargaisons ne sont jamais rentrées au gouvernement. Voilà le problème. Hein? Bon, la politique de la chaise vide. Mes chers amis, c'est Christophe qui en a parlé un peu, la politique de la chaise vide. Vous n'avez pas dit si le gouvernement en place peut appliquer ces mesures. Mais je suis en train de vous dire que ce gouvernement est incapable de les appliquer. On a dit ça, mais il ne peut pas l'appliquer. Appliquer, regardez, c'est comme vous avez une machette à la main, vous voulez couper quelque chose et vous coupez votre propre jambe. C'est impossible. C'est ça, appliquer, ça veut dire se mettre le couteau dans la poitrine, le gouvernement actuel. Voilà la raison pour laquelle nous sommes vraiment gentils. On leur propose, bon, allons au dialogue pour qu'on corrige tout ça. C'est très fraternel, hein? C'est ce que nous leur proposons. Donc, la famille politique de la chaise vide, c'est exactement la même chose aux élections. Quand on va aux élections, regardez, les 3 quarts des députés qui sont à l'Assemblée nationale, aucun d'entre eux n'a été élu. Aucun n'a été élu. Ils ont tous été dit, ah, c'est toi le député, c'est intéressant. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi avoir des députés qui n'ont pas été élus? Nous voulons des députés qui soient bien élus. Et pourquoi ils sont mal élus? Parce que la loi électorale est mauvaise. La commission électorale, c'est une institution au service du PCT. Ce n'est pas une institution nationale.
etc. Donc, la politique de la chose de vie ne signifie rien. Nous avons dit, nous irons aux élections lorsque les conditions, les bonnes conditions d'électorat seront réunies. On aura changé la veille électorale, on aura changé la commission électorale, on aura changé... Et regardez, dans notre pays, on ne connaît pas le nombre d'électeurs. Depuis 1998, on n'a jamais réellement recensé la population électorale du Congo. Prenons un exemple, dans le Congo, on n'a jamais recensé. Dans la Bretagne non plus. Le Niari très peu, dans la Likoumou. Et même dans la Sangale, on n'a jamais compté le nombre d'électeurs, on programme seulement du coup, oh, vous avez tant d'électeurs. Ça vient d'où ça? Donc pour venir aux élections, aux vraies élections, il faut d'abord ça. C'est une condition première qu'il faut. Actuellement, il n'y en a pas. Mais prenez Brazzaville et regardez le découpage de Brazzaville, la ville que nous connaissons. C'est du n'importe quoi. Il y a des critères internationaux qui sont universellement admis pour les élections. C'est ça qu'il faut appliquer. C'est ça qu'il faut appliquer. Le nombre de populations. Je prends jamais un exemple. Vous prenez le district d'Oyo à 2 députés. Pour moins de 5 000 habitants. Mais vous prenez la ville de Kayi, 100 000 habitants, à un seul député. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça peut être normal, ça? Hein? C'est ça que nous ne voulons pas. Il faut rétablir, même au mot de circonscription, 2 députés. Alors, il faut rétablir la réalité des choses. Les gens sont élus avant que les élections ne soient organisées. Non, nous voulons revenir à la paix. Que celui qui fait élu a été sérieusement élu. Il faut revenir à ça. Mais ça, la communauté internationale nous l'exige. Il faut le faire. Donc voilà, moi ce que je vous demande, vous les journalistes, c'est d'être les porte-parole de ce cri de cœur de tous les Congolais. Quelles sont les raisons du refus du gouvernement? Pourquoi il ne veut pas accepter de nous demande ça? Oui, je voulais dire simplement que cela sous-entend, comme le Congo ne peut pas appliquer ces mesures, cela sous-entend qu'on n'aura jamais à avoir la totalité de la somme. Mais attendez la première revue. La première revue, c'est dans 6 mois, sur les 22 milliards. La première revue, c'est dans 6 mois sur les 22 milliards. Et dans 6 mois, il va falloir adopter, même moins que ça, adopter le budget de 2020, qui est déjà en préparation. Je suppose qu'en juin, on a sauté à l'aide des cadrages. Mais le déficit de 2019 est de 454 milliards, qui était prévu être couvert par un financement extérieur. Mais le financement extérieur qu'on vient d'avoir là, pour 2019, c'est 22 milliards. Mais comment couvrir 454 milliards avec 22 milliards? Vous voyez? Attendez la revue, il va y avoir une revue, vous aurez les conclusions qui sera faite. Donc voilà le problème. C'est pour ça qu'il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout ça. Vous avez regardé, il y a des départements qui n'ont pas de budget. La présidente de la République a un budget. Regardez le budget 2010. Regardez les chiffres et prenez le rubrique président de la République. Avant, on prévoyait fonctionnement de la présidente de la République, les salaires des fonctionnaires affectés à la présidente de la République, des salaires des gens qui ne sont pas fonctionnaires mais qui ont été utilisés à la présidente de la République. Et vous aviez les fonds politiques du président de la République et les voyages du président. C'était écrit dans le budget. Mais depuis ces dernières années, il n'y en a plus. Il n'y a aucune ligne. Ce n'est pas écrit. Mais comment le président fait pour voyager? Si ce n'est pas écrit, comment il fait pour voyager? Et comment on fait pour établir la loi de règlement? Et c'est ça, chers amis, qui est très important. Lorsqu'on veut avoir un État qui fonctionne réellement, c'est ça qu'il faut faire. Hein, Dimi? Il faut poser ces questions dans ton journal. Je vais lire le prochain. Voilà. Parce qu'il nous demandait quelles sont les raisons du gouvernement, pourquoi le gouvernement n'accepte pas le dialogue. Nous demandons depuis. Je crois qu'il y a ça aussi, quelles sont les raisons. Oui. C'est peut-être qu'il vaut mieux poser cette question au banque du Il faut poser la question au gouvernement. Parce que ce que nous proposons est quand même sensé.
C'est dans l'intérêt du pays. Nous avons certaines expériences de ce pays, depuis l'indépendance, après la gestion du pays, 30 ans après, on s'est assis. Mais pourquoi a-t-on peur de faire ce dialogue-là? Puisqu'il s'agit de régler les problèmes du pays. On ne peut pas mettre toutes les intelligences du Congo ensemble, réfléchir ensemble et trouver des raisons, des voies de sortie. C'est ce que nous demandons. Maintenant, pourquoi le gouvernement refuse depuis 6 ans que nous demandons, 7 ans que nous demandons? Vraiment, les raisons se trouvent chez eux. Nous, on peut supputer, mais ce que je peux supputer comme raison, c'est pas ça, ce ne sera peut-être pas forcément la vérité. Mais dans ce pays, notez simplement une chose, dans ce pays, il y a une chose qui est restée permanente. La préoccupation des gens, c'est toujours la conquête et la conservation du pouvoir. Voilà, je vous réponds comme ça. Bon, voilà, je crois qu'on est arrivé à... C'est trop compliqué. Notre ami, faut interpréter ça. Tu vas traduire. Bien. En tout cas, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci beaucoup à tous les assistants. Je demande aux autres journalistes d'être les porte-parole à l'extérieur, de dire oui, finalement, il faut qu'on se batte dans ce pays. Il faut qu'on regarde comment construire notre pays. En tout cas, nous avons été ravis des questions que vous avez posées. Et j'espère que ces activités se répéteront. Et ça nous amènera à mieux nous comprendre. Et chacun à dire ce qu'il pense. Et également à recevoir de l'autre. Parce que la vie, c'est ça, c'est donner et recevoir. Il n'y a rien d'autre que ça. En tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je ne peux que vous remettre et vous demander de repartir chez vous en bon ordre et dans la quiétude. Voilà. Nous vous annonçons le départ du comité restreint du collectif. S'il vous plaît. Vous restez assis, le président n'est pas son nom. Vous savez son départ. Bien. Bon, alors, nous demandons